Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver. Toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Yanis, fondateur d'Interférence Presse. Bonjour Yanis. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais même pas te regarder dans les yeux parce que je vais rigoler. Pour info, c'est la 3e prise qu'on fait, c'est pour vous dire. Alors bon, tu vas commencer par te présenter toi et ensuite ton agence. Et puis on va débattre autour du métier d'attaché de presse. Parfait. Du coup, vous l'aurez compris, je m'appelle Yanis, je suis fondateur de l'agence Interférence Presse et surtout une personne très engagée. C'est pour ça notamment que j'ai voulu fonder mon agence pour représenter vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et au-delà d'avoir des sujets qui me tiennent à cœur, aussi d'être indépendant. Et comme beaucoup d'auditeurs et auditrices qui écoutaient le podcast d'Astrid, vous supposez très bien que le fait d'être indépendant, c'est compliqué par moments et que c'est très challengeant. Et c'est un peu ce qui m'a aussi donné envie de monter mon agence qui existe maintenant depuis 5 ans. Des références assez connues dans le domaine des startups comme Les Petits Bidons, Pool House ou encore Papa Outan. Et plus récemment dans l'alimentaire, My Muesli et aussi une marque qui est basée à Lyon, Harry & Co. Je suis très engagé aussi dans des conférences, je rédige des tribunes, Minute Autopromo, ma tribune dans stratégie sur la génération Z est disponible en lecture. Et puis aussi, pour finir cette longue introduction, je suis quelqu'un qui, on dira souvent, est très obstiné. Voilà, notamment après ces nombreuses reprises de cet enregistrement avec Astrid, n'est-ce pas Astrid? Alors bon, Yanis, on va parler de ton métier d'attaché de presse. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un attaché de presse? Alors un attaché de presse, c'est tout simplement l'agent qui va vraiment faire le lien entre les journalistes et mes clients. En général, mes clients sont soit des personnalités ou des entreprises. Et le lien, c'est avant tout l'actualité qu'on propose aux journalistes et aussi pour éviter ce côté commercial, faire vraiment en fait part entière de la société, c'est-à-dire en fait trouver une problématique et apporter une solution. La solution étant le client ou le produit, pour justement essayer de sortir de ce côté trop commercial. Et en général, c'est vrai que les relations presse s'opposent de facto avec le marketing, parce que nous, on n'est pas dans des objectifs de résultats, mais plutôt dans des objectifs de moyens. Ce qui fait que des fois, le client a du mal à comprendre, mais ça, on verra ça plus tard durant la conversation, quelle est l'importance justement de bien comprendre et surtout de bien saisir le rôle des relations presse et en quoi c'est important. Pour exemple, si je vais vous donner 2 mots-clés, pare-brise, entreprise, vous allez me dire Carglass. C'est exactement le même exercice qu'on fait en relation presse. L'objectif, c'est de rentrer dans l'imaginaire des journalistes. Voilà. D'accord. Donc, en gros, le métier d'attaché de presse ne se résume pas juste à envoyer des dossiers presse. Alors, le métier d'attaché de presse ne se résume pas juste à ça, et je dirais même qu'il ne se résume plus à ça, parce que avec le digital, avec les nouveaux médias que sont les médias pure players, les podcasts, les formats digitaux comme Instagram, Twitch, ou même encore une fois aussi sur des formats un peu plus à l'international, comme tout simplement le fait d'avoir la dépêche AFP qui est aussi un élément de communication. C'est vrai que le métier d'attaché de presse ne se résume plus à ça. Le métier d'attaché de presse, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment devenu le même métier qu'être agent. On doit vraiment être sans cesse alerte sur justement des moyens de communiquer et surtout aussi être capable d'être proactif. C'est ce que je dis régulièrement à mes clients, c'est d'être proactif justement sur ce qu'on propose aux journalistes et la manière dont on l'aborde aussi. D'accord.
Donc ça va être au-delà d'envoyer le dossier presse, mais c'est vraiment de construire une relation avec un journaliste et de lui proposer des sujets, en fait, de vrais sujets, et pas juste, on a créé une énième entreprise ou on a créé un énième produit, mais de vraiment avoir une valeur ajoutée par rapport à ça. Alors au-delà de la valeur ajoutée, je dirais surtout ce qui est important, c'est de, comme tu viens de l'introduire un peu plus ou moins, de raconter un storytelling en fait. C'est le storytelling qui va vraiment convaincre le journaliste et qui va vraiment permettre en fait à ce dernier de se dire il y a un vrai intérêt et un côté différenciant de faire parler de mon client, donc de l'entreprise ou de produit. Exemple, on a aussi des outils au-delà du dossier de presse qu'on appelle les communiqués de presse, mais aussi des prises de parole comme des tribunes, ou encore des formats différents comme le format vidéo qui fonctionne très bien et le format podcast aussi. Du coup, justement, avec Astrid, la première à pouvoir en parler, c'est vrai que le format podcast, c'est beaucoup plus intimiste. On peut vraiment créer un lien et hyper intéressant, notamment dans le fait de développer la notoriété et la prise de parole. C'est un peu à l'image de faire une conférence durant un TEDx, par exemple. Astrid sourit, elle sait pourquoi. Parce qu'en effet, j'ai fait un TEDx en mars dernier sur Pareil Dauphine, disponible sur YouTube. Autopromo, voilà. Et que, hormis ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients et même des contacts sur LinkedIn qui viennent me voir après, depuis ce TEDx à Pareil Dauphine, pour me demander en fait comment on fait pour y accéder, comment on fait pour être speaker. Et comme je le dis régulièrement, la seule réponse que je peux donner, c'est vraiment de travailler la notoriété. Et c'est vrai que je le dirai toujours, je suis mon propre attaché de presse. Et c'est vrai que ce travail-là que je fais en étant mon agent, je le fais très bien. Et sachant que j'ai des connaissances qui prennent eux à leur tour aussi des agents pour se représenter. Donc c'est vraiment aussi ce qui est symptomatique, encore une fois, c'est vraiment le fait de raconter en storytelling. Et c'est en racontant storytelling qu'on pourra vraiment convaincre le journaliste de parler de notre client, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment avoir un contenu qui va attirer et interpeller les journalistes, mais aussi, c'est pas uniquement placer l'entreprise ou le chef d'entreprise ou voilà la personne que tu vas représenter uniquement dans les journaux, mais de les représenter partout. Il pourra être visible et parler pas uniquement de son entreprise, mais aller au-delà, en fait. Parce qu'on rentre maintenant dans une ère où un chef d'entreprise incarne son entreprise, quoi. Alors, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure sur le côté un peu de parole d'expert. On va pas se mentir, c'est vrai que de plus en plus de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise ont besoin de se différencier et ont besoin aussi, je vais parler d'un mot qui est très tabou en entrepreneuriat, mais c'est vrai que l'ego, des fois, est très, très énorme chez certains et certaines. Deux raisons, je peux comprendre. C'est vrai que quand on est hyper intéressé et qu'on a un projet qu'on veut porter, c'est tout à fait normal. Néanmoins, c'est vrai qu'on a une spécificité en relation presse. C'est pour ça que j'ai opposé le marketing et les RP. C'est que tout simplement, nous, en relation presse, on a une temporalité qui est différente d'une campagne de communication et de publicité qui pourrait passer à la télé ou au métro, une campagne d'affichage. À quel niveau? C'est-à-dire en fait que les relations presse, on peut avoir par exemple un envoi de communiqué de presse, d'un message, d'une prise de parole qui peut avec bonheur et chance prendre seulement une semaine ou 2 mois pour convertir. Quand je parle de conversion, c'est vraiment le fait d'avoir des articles et aussi pas tant la quantité mais la qualité. C'est aussi ce qui différencie mon agence comparé à d'autres. C'est que à l'inverse de grosses agences très connues qui vont vraiment avant tout cibler des citations, des sélections shopping, mon travail d'attaché de presse, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir des articles de qualité. Donc vraiment des papiers de 1 ou 2 pages dans les Échos, dans 20 minutes ou un reportage comme j'ai pu avoir dernièrement pour un client. Le lundi, le JT de TF1 sur 20h et le mercredi, le JT de M6 par exemple. Mais c'est des choses qui sont arrivées parce que on a choisi le bon moment et aussi parce qu'on a fait en sorte de coller du coup cette prise de parole avec l'actualité. À l'époque, du coup, des matières premières qui augmentent, la crise en Ukraine, la crise Covid, donc ce qui fait qu'on était arrivé au bon moment. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion vraiment, je dirais comme un détective un peu... De veille. Voilà, de veille et de flair aussi, pour vraiment sentir les choses.
Régulièrement, je vais regarder ce qui se passe aux infos. Le matin, mon premier réflexe, c'est d'allumer le matin France Info, par exemple, et d'écouter France Inter pour savoir un peu, par exemple, quelles études sont sorties sur lesquelles je pourrais rebondir. Exemple, cette semaine, j'ai été contacté par le JT de TF1 pour le 20h qui voulait faire écho à une étude qui est sortie dans la semaine sur l'augmentation des arrêts de maladie. Et là, ils m'ont demandé est-ce que j'ai un client qui serait intéressé pour prendre la parole dans le JT de TF1. Par contre, c'était pour le jeudi. Donc, c'était un peu rapide. Donc, c'est pour ça, encore une fois, ça vient justement mettre en lien et en exergue ce que je disais sur cette temporalité qui est nécessaire et cette souplesse un peu aussi à avoir quand on fait des relations presse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des relations presse comme on va faire une campagne de pub. On n'a pas le même objectif et surtout, on ne peut pas mesurer, à l'inverse d'une campagne de pub ou une campagne télé, on peut difficilement mesurer l'impact que ça a. Moi, je le dis régulièrement, c'est vrai que l'impact premier de relations presse est non négligeable, c'est la notoriété. Et c'est la notoriété qui va de facto accroître l'image et la confiance auprès des consommateurs. Et quand là, je parle des consommateurs, c'est pas uniquement des clients, tu vois, c'est les consommateurs d'information, mais aussi les journalistes. Pour revenir sur l'exemple de pare-brise, Carglass. Donc, c'est aussi ça l'idée, c'est qu'en fait, on puisse rentrer dans leur imaginaire et aussi être pour eux, de façon sensée, un expert ou une experte pour prendre la parole, quoi. D'accord. Et à quel moment on fait appel au service de ton agence, par exemple ? C'est pour une création d'entreprise, c'est pour un lancement d'un nouveau produit, besoin de visibilité. Est-ce que c'est aussi pour construire son personal branding, par exemple ? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que Oui, encore. Astrid, je suis dans la chose, j'échange avec tes auditrices et tes auditeurs. Bref. Heureusement que c'est une bonne question. Je sais, tu es professionnelle, Astrid. Oui, on dirait pas, mais oui. On dirait pas. Bref. Du coup, par rapport à la question d'Astrid, alors pourquoi je dis c'est une bonne question ? Parce que c'est vrai que c'est difficile de vraiment savoir quel bon moment. Il n'y a pas vraiment de bon moment, en fait. C'est plus... l'idée, c'est d'être opportuniste. Par exemple, je peux avoir des marques qui vont lancer un KissKissBankBank et qui vont créer un projet. Moi, je vais leur dire dans ces conditions, utilisez les relations presse comme un moyen de faire connaître votre projet, mais le projet fini, pas la campagne. Parce qu'une campagne en relations presse, les journalistes ne vont pas parler de votre campagne KissKissBankBank. Pourquoi ? Parce que c'est pas un sujet d'actualité et que c'est très commercial. C'est vraiment pur marketing et pour eux, comme le disent régulièrement les journalistes, ce ne sont pas des agences de communication de publicité. Donc il faut vraiment prendre ça en considération et je reviens notamment sur l'exemple, comme je disais tout à l'heure, définir une problématique et apporter une solution. C'est comme répondre à pourquoi je vais payer plus pour un produit qui est bio comparé à un produit qui ne l'est pas. C'est la même justification et le même argumentaire qu'il faut avoir. Après, on peut avoir des relations presse qui vont être nécessaires, notamment quand on a une levée de fonds, par exemple, parce que justement, les journalistes adorent les levées de fonds pour les placer en presse. Mais par contre, c'est vrai que les levées de fonds, du coup, ça va être très limitant. On va plutôt être sur des magazines dédiés aux startups et à l'économie. Donc, ça va être Madines, Les Échos et j'en passe. Donc, du coup, très limitant. Pour compléter, par contre, en général, ce que je propose à chaque fois à mes clients, c'est que quand on a une levée de fonds, quand on a une actualité comme une sortie d'un produit ou ne serait-ce par exemple tout simplement un changement de fonds par rapport à l'image de marque de la société, c'est vraiment de faire une image et de créer tout simplement une campagne de relations presse autour de la marque employeur. C'est-à-dire que je vais vraiment pousser l'ADN différenciant au-delà. Par exemple, une fois, j'ai eu un client qui m'a dit « On a été contacté par un magazine RH, mais on avoue ne pas trop savoir quoi dire. » On a pris le temps, on a échangé avec le client et là, j'ai vu que, par exemple, en conclusion, on pouvait se dire que le client en question a 16 employés de 16 nationalités différentes. D'accord. De raison, du coup, on se dit on a 16 pays qui sont représentés par chaque employé, entre guillemets, comment on peut justement faire en sorte de cohabiter ensemble, de créer une cohésion, de créer une dynamique. Et pour un magazine RH, c'est hyper pertinent parce qu'on va pouvoir du coup jouer sur justement le travail de marque employeur au sein de l'équipe et ainsi trouver une actualité
Et là, je parle bien de tout simplement de 2 mots, du brand content. Et c'est exactement ce qu'on fait maintenant, notamment auprès des médias, parce que les médias font de plus en plus de brand content. Mais ça, on en parlera un peu après en détail, mais c'est pour vous dire que c'est une notion en relation presse qui est nouvelle, qui a un peu moins de 5 ans et qui prend de plus en plus de place en relation presse et qui fait la différence aussi. Du coup, on peut faire appel à toi, à un attaché de presse, à n'importe quel moment. Tout dépend de son actualité, de ce qu'on a envie de dire. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais sur les campagnes Kiss Kiss Bang Bang et les campagnes... en général, le financement participatif. Mais en fait, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que les produits sont pas encore finis. Ils sont pas, on sait pas si ça va aboutir ou pas, donc du coup, ils souhaitent pas s'engager. Par la suite, oui, quand le produit est sorti, quand c'est validé, ouais, ils peuvent en parler. Mais après, tu vois, pour revenir sur ce côté financement participatif d'un projet qui est en naissance, cette semaine, j'ai échangé justement avec une créatrice qui va lancer des ouvrages dédiés aux enfants, donc tout ce qui va être presse jeunesse, famille et PQR. Là, c'est vrai que le projet, elle m'a dit, en tous les cas, il est quasiment financé. Donc, à son niveau, il n'y a pas vraiment trop de risques. Par contre, je lui ai fait comprendre qu'on est, au moment où on enregistre ce podcast, on est en septembre. Décembre, c'est dans moins de 3 mois, 4 mois. Il y a Noël. Donc, du coup, je lui ai fait comprendre, et elle l'avait oublié aussi, que Noël en presse, c'est un moment vraiment clé parce que les magazines, font tous quasiment un sujet autour de Noël, des sélections shopping, de cadeaux made in France, différenciants, inclusifs, et que ça pouvait être un bon levier de communication. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle s'est dit, et qu'elle y pense, du coup, elle est en réflexion en ce moment, sur la nécessité d'investir une partie, un peu d'argent, pour avoir ne serait-ce que 1000 ouvrages qu'elle pourra distribuer et vendre à des consommateurs et ainsi utiliser les publications qu'on pourrait obtenir pour sa campagne de financement participatif. Tu vois, c'est vraiment une logique d'investissement du coup qui peut être un peu qui peut se rapprocher ça du côté héroïste en marketing, mais là l'idée c'est vraiment de faire en sorte d'avoir quelque chose de constructif pour la marque. Et quand je dis de constructif, c'est d'avoir vraiment quelque chose qu'on puisse reprendre en presse, quoi, en tout cas. Donc en fait, tu aides sur la partie stratégique. Beaucoup, oui. Finalement. Oui. T'as pas que, on va avoir un objectif de notoriété, mais t'as aussi cette espèce de vision, cette analyse pour dire, oui, on va communiquer à tel moment parce que ça aura 2 finalités. La première, ce sera de faire ci, la première, ce sera de faire ça. Et du coup, t'as une vision de stratège. Tu fais de la veille, de la stratégie et du relationnel. Encore une fois, comme je dis, les relations presse, pour moi, c'est vraiment avant tout des relations humaines. Et c'est vrai que par rapport à mon métier, comme je disais, par rapport au travail de conseil que je fais, c'est vraiment pour moi important parce que je peux pas communiquer dans un média sans le connaître et sans connaître le consommateur d'informations en face. Tu vois. Donc, par exemple, aussi à côté, pour être éveillé sur ces sujets-là, je donne des cours aussi dans différentes écoles comme ICFAC ou ISCOM à Paris. Et c'est vrai que, tu vois, pour moi, c'est important de donner cours et d'avoir ce lien avec la nouvelle génération parce que ça me permet de connaître leur nouveau mode de consommation de l'information. Est-ce qu'ils lisent des magazines encore? Est-ce qu'ils vont sur Internet? Quels influenceurs ils suivent? Est-ce que ce sont des influenceurs YouTube, TikTokers? Tu vois, vraiment l'idée aussi, pour revenir sur le relationnel humain, c'est que c'est important de comprendre en fait son auditoire parce que c'est en comprenant son auditoire qu'on va pouvoir s'adapter. Et c'est aussi pourquoi, pour revenir sur la première question que tu m'avais posée, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de monter mon agence. Pour vraiment être libre sur le choix de mes clients et que ce choix, en fait, puisse vraiment transcender les problématiques de société qu'on a actuellement. Le réchauffement climatique, enfin, tu vois, les matières premières qui manquent, ce genre de choses. Et c'est vrai que chacun de mes clients, mis bout à bout, réunissent des solutions, en fait, pour, je dirais pas contrer ces problématiques, mais plus ou moins que ces solutions soient à la portée de tous et de toutes, quoi. D'accord, d'où le fait que tu travailles pas forcément avec tout le monde.
Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui au début était pas facile d'être sélectif, parce que c'est vrai que pour être sélectif, déjà d'une, il faut se dire qu'on a la capacité financière derrière de pouvoir faire dire le non. choix, exactement. Parce que c'est vrai que dire non, ça coûte de l'argent des fois. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des prospects qui viennent vers moi, notamment une marque de culottes menstruelles qui était venue vers moi, et quand je lui ai demandé où c'était fait et qu'elle m'a dit que c'était fait en Chine, j'ai pas pu prendre le projet parce que justement c'est pas quelque chose qui pour moi est acceptable qu'on fasse encore des produits en Chine. Et ça, c'est un débat dernièrement que j'ai vu beaucoup sur LinkedIn, justement sur le fait d'être un peu conciliant par rapport aux entrepreneurs. Mais comme je le dis, maintenant, on n'a plus le temps d'être conciliant, et c'est aussi important justement que nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on soit créateur d'entreprise, attaché de presse, consultant, quel que soit le métier, vu qu'on est créateur et qu'on est décisionnaire de notre champ d'action, qu'on soit beaucoup plus exigeant aussi sur tout ça, parce que la planète se meurt. J'espère que quand on écoutera ce podcast 2 ans plus tard, ça ira mieux, même si j'ai peu d'espoir. Mais c'est vrai que tu vois, c'est quelque chose que j'essaye justement d'infuser, parce que au-delà justement pour moi, je trouve d'avoir cette pensée, cette mentalité, il faut vraiment que les actes suivent derrière, tu vois. Et je pense que ça vient beaucoup du fait que je pense que tu vas conforter ma prise de parole dessus, c'est je viens d'une île qui s'appelle la Guadeloupe, et en Guadeloupe, on est très engagé justement sur l'entraide, sur le fait de tout simplement voir quelqu'un qui est perdu ou qui comme on dit, qui est mêlé, qui a une problématique, voilà. On va l'aider, tu vois. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi, je pense, intrinsèquement, de faire mon métier d'attaché de presse et d'aider un peu les entreprises qui en ont besoin pour communiquer. Parce que c'est vrai que aux Antilles, ce sentiment d'entraide, on l'a toujours eu, on a été éduqués avec. Et ce sentiment d'entraide, c'est vrai que je le vois et je le ressens auprès de cette nouvelle génération, justement, quand je donne des cours qui attendent en fait des marques et de nous, cette génération X et Y, qu'on les écoute et qui attendent justement qui est une prise de position, en fait. Comme je le dis souvent, quand on parle de RSE, par exemple, ou qu'on parle d'engagement, quel que soit l'engagement, en fait, il faut qu'il y ait une transparence, et cette transparence soit mesurable. Tout à l'heure, je disais justement que on peut pas quantifier les relations presse. En revanche, on peut mesurer vraiment l'impact, et on peut mesurer les actions de l'entreprise pour mieux faire. Par exemple, est-ce qu'ils sont membres de 1% pour la planète? Est-ce qu'ils collaborent avec des associations comme L214? Tu vois, vraiment transcender en fait le message en ayant et en prouvant que ces engagements vont donner des actes, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça, et c'est hyper important, parce que c'est ce côté un peu associatif ou ce côté, comme je viens de le dire, ultra engagé, qui va du coup être un argumentaire aussi auprès des journalistes. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui fait du Made in France, et ce client, je l'ai tanné pendant 6 mois pour qu'on parle Made in France, tu vois. Pendant 6 mois, il m'a dit non, parce que du jour au lendemain, on peut changer d'usine de production. Mais comme je lui dis, en fait, à chaque fois, en relation presse, et j'en discutais dernièrement avec une amie qui m'a dit justement que les médias, c'est pas pour elle. En relation presse, je redis, on raconte en storytelling. Le storytelling, ça se construit, et ça se construit autour d'un intérêt journalistique. Je vais te donner un exemple que je donne souvent en cours. La marque que je ne citerai pas, on ne sait jamais s'il y a des poursuites, une marque, voilà, avait fait un jour, en fait, un nouveau produit. Mais il avait juste pris un produit qui existait déjà, photoshopé ce produit. Ils avaient envoyé ce produit photoshopé à des magazines. Les magazines ont adoré le produit, ils en ont parlé. Sauf que les clients, in fine, ont voulu acheter le produit. Sur le site de la marque, le produit n'y était pas. En revanche, les clients qui voulaient acheter le produit qu'ils avaient vu en magazine ont acheté d'autres produits de la marque. Mais tu vois, c'est hyper intéressant justement de comprendre ces rouages, en fait, auprès des médias. Oui, mais il faut quand même garder une certaine éthique. Enfin, même si tu vas pas enjoliver la réalité, tu vas dire en fait voici ce qu'on fait voici ce que nous faisons en tant que boîte X ou Y, et voici comment nous justifions ce que nous faisons. Oui, comme je te dis, c'est raconter un storytelling. En fait, on va pas mentir, on veut pas enjoliver, on va juste présenter la chose d'une certaine façon, avec un angle certain qui va intéresser les journalistes. Oui, mais c'est par exemple,
Bon, je vais dire quelque chose de tout bête, mais personnellement, moi, quand je rédige mes communiqués de presse, ça m'arrive souvent de regarder 90 minutes d'enquête sur W9, si je me souviens bien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont un ton justement très formel, très factuel. Et c'est ce ton justement un peu formel et factuel qu'on attend auprès des médias. Mais c'est vrai que c'est un sujet, tu vois, les médias, ils répondent à une demande aussi entrante. Et la demande que nous, on leur envoie, c'est de l'information croustillante, de l'information chaude. C'est pour ça que, par exemple, on va parler du Ruby Nicara qui s'est fait agresser dernièrement dans les JT, ou qu'on va parler, donner la parole à certaines personnalités dans Touche pas à mon poste, et que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, en fait, c'est prendre vraiment le lien émotionnel qu'on peut créer avec le journaliste et avec le consommateur d'information, quoi. D'accord. Et pour quel type d'entreprise tu conseilles d'avoir absolument un attaché de presse ? Alors, toutes. Je dirais même pour du PQ, j'ai envie de te dire. Mais quelle forme, est-ce qu'il y a une forme juridique particulière ? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ? Ou est-ce que maintenant, il y a des secteurs qui ne sont pas forcément dans les médias et qui devraient peut-être s'y mettre ? C'est ce que je viens de dire, toutes. Pourquoi ? Parce que les relations presse, c'est hyper intéressant, notamment, par exemple, dans le cadre de communication de crise. Exemple, une fois, il y avait une entreprise qui était passée dans Capital de fournitures scolaires. Et le reportage avait dépeint le fondateur comme quelqu'un de hyper condescendant et exécrable. Et à ce moment-là, le fondateur de l'entreprise, il s'est fait lyncher sur Twitter. Et c'est là justement que c'est hyper intéressant de contrebalancer ce sentiment de lynchage avec des articles de fond, avec des prises de parole, des interviews. Et c'est là justement que ça rejoint encore une fois que les relations presse sont à l'opposé du marketing. Nous, on n'est pas là pour répondre à des objectifs de résultats. On est vraiment là pour donner des moyens, en fait. Des moyens pour communiquer et des moyens pour transcender un message. D'accord. Donc, c'est voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce qui a fonctionné et toujours être dans un processus d'amélioration, quoi. Et je dirais même d'adaptation. D'adaptation en fonction de l'actualité de l'entreprise et... Voilà, des bad buzz, ça c'est bon, il y en a tous les jours. Hein. Oui. Donc il n'y a pas manqué de travail. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui vient de lancer son entreprise, qui n'a pas forcément 1 milliard de budget, avoir un attaché de presse, faut pas mentir, ça coûte de l'argent. Oui. Mais c'est nécessaire si on veut aller plus vite et ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Il faut comprendre que chaque prestation nécessite qu'on engage des moyens financiers. Ça, je vais remettre le point dessus. Ça engage des frais. Souvent, on n'a pas ces frais. Oui. Parce qu'on n'a pas cet argent à proposer surtout quand tout de suite. débute, quoi. Surtout quand on débute. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une boîte qui vient de se lancer mais qui a quand même envie d'avoir quand même quelques parutions presse ? Alors, déjà d'une, c'est une question à doubles objectifs. D'accord. L'idée, c'est pas d'avoir quelques parutions presse, puisque avoir quelques parutions presse pendant 1 mois, par exemple, c'est pas aussi conséquent et surtout valorisant pour l'entreprise que si on travaille des relations presse pendant au moins 6 mois. Moi, je conseille toujours à mes clients de faire une collaboration sur un minima de 6 mois ou 4 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, durant ce laps de temps, on va avoir du contenu qui est beaucoup plus détaillé, qui est beaucoup plus concis et surtout plus étoffé. C'est-à-dire qu'en 1 mois, on ne peut pas ou difficilement avoir des articles, interviews, portraits, quel que soit le client et le domaine. En revanche, en 3 mois minimum, on peut en obtenir. Donc c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant dans ta question d'avoir cette notion de temporalité. On ne peut pas faire des relations presse si on ne saisit pas derrière que les relations presse, ça prend du temps et qu'il faudra s'engager financièrement, notamment pendant au moins 4 mois, voire 6 mois. Certains le font pendant 3 mois. Aussi, il faut être disponible. Par exemple, quand tu as une parution... Humainement, et surtout, tu vois, pour avoir quelque chose de façon régulière avec le journaliste, tu vois, par exemple, en échange, encore une fois, Carglass, pour qu'on rentre dans l'imaginaire du journaliste, c'est pas en 1 mois, c'est pas en 2 semaines, c'est en 6 mois minimum, tu vois. Donc on se contente pas juste d'envoyer un communiqué de presse. Juste envoyer un communiqué de presse, il y a des services qui le font, ça existe, ils prennent pas cher, mais par contre derrière on n'a pas des actualités, des publications qui vont tomber par exemple avec un rythme régulier ou avec un angle différent par rapport aux articles. Quand je parle d'angle, je parle de format interview, sélection shopping, ce genre de choses. Et pour
répondre à ta question dans la deuxième partie, autour de est-ce que c'est nécessaire de prendre des relations presse, je dirais oui, mais il faut choisir le moment. C'est-à-dire que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à mon prospect qui ne pensait pas à Noël pour communiquer, on a ce qu'on appelle en presse des marronniers. Moi, je conseille toujours aux clients et aux prospects de s'adapter aux marronniers. Ce qu'on appelle les marronniers, c'est tout simplement, en community management, des dates clés, des moments clés, comme des saisons dans la presse, en fait. On va avoir Noël, la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères, ce genre de choses, tu vois. Et ça va être aussi hyper important de comprendre que les relations presse, ce n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir une marque qui est construite avec un site internet de qualité, un compte Instagram de qualité, avec des photos de qualité. Parce que nous, on a besoin en fait que tout l'univers et tout l'écosystème autour de la marque soit de qualité pour que les médias puissent en parler. Le premier réflexe qu'on a tous, par exemple, quand on va aller dans un restaurant, c'est d'aller sur Google et regarder la fiche Google Avis. L'attaché de presse, il aura le même objectif et la même intention que d'avoir un restaurant avec 5 étoiles par rapport à son client auprès du journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, lui, derrière, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'aller sur Internet, regarder qu'est-ce que fait le client, son site, Instagram, les photos. Donc moi, je dis toujours à mes prospects, et ça m'arrive des fois d'en avoir comme ça, qui n'ont pas le budget, en gros budget, tu vois, mais qui veulent quand même faire des relations presse à tout prix. Moi, je leur dis clairement qu'il faut pas. Il faut avant tout consolider l'image de la marque et consolider l'entité. En revanche, ce qu'on peut faire, et ce qui existe aussi, c'est se faire conseiller. Mais d'ailleurs, tu fais pas des formations ? Oui, je fais des formations aussi autour des relations presse. Justement, pourquoi ? Parce que c'est une demande que j'ai depuis peu. Mais surtout, c'est une demande que pour certains, c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais ce métier-là et je n'y avais jamais pensé. Et c'est un jour, je parlais avec un incubateur qui cherchait justement des relations presse pour parler de ce qu'ils font. Moi, je leur ai dit clairement, un attaché de presse pour un incubateur, c'est pas pertinent parce que ça va coûter de l'argent et qu'ils vont pas avoir beaucoup d'articles. Et tu vois très bien qu'on n'a pas beaucoup d'articles, en général on n'est pas content, ou on est frustré, on se dit... Voilà, on se dit que la personne n'a pas travaillé en face, sauf que la personne a travaillé en face, la personne s'est donné de l'énergie et du temps. Donc c'est pour ça que c'est hyper important dans ces conditions de plutôt en fonction du domaine prendre quelqu'un en interne ou le faire directement les relations presse. Mais pour ça, justement, comme je disais tout à l'heure durant notre échange, il y a un intérêt journalistique à développer et un sens surtout lié à la problématique et la solution, le storytelling qui s'apprend et qui prend du temps à s'apprendre. Tu vois, moi, à ce jour, maintenant, après plus de 5 ans d'expérience, je peux facilement, tu vois, te faire un storytelling qui sera destiné et qui sera un peu bankable auprès de la presse. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et comme je le dis aux étudiants, c'est tout simplement de la souplesse d'esprit qu'il faut obtenir en pratiquant, quoi. Et du coup, les formations, justement, l'accompagnement, le conseil qu'on fait en relation presse sert à ça. D'accord. Donc, si on va dans une agence presse et qu'ils nous propose juste un communiqué de presse, on s'enfuit. On s'enfuit et surtout, on comprend qu'on n'aura pas des articles, en fait, de qualité. Tu vois, on n'aura pas si on veut des interviews, si on veut des prises de parole, si on veut ce genre de choses, on n'aura pas si on envoie juste un communiqué de presse. D'accord, ok. Donc ça dépend du budget, de l'objectif, de ce qu'on a envie de faire sortir. Mais est-ce que, par exemple, si on décide de gérer soi-même ses relations presse, est-ce que, par exemple, avoir un listing de journalistes et l'envoyer de temps en temps quelques mails avec des articles ou des sujets constituant des actualités qu'on a, ça peut être un moyen d'avoir quand même une petite touche, quoi. Ah, oui, ça peut être un moyen, mais par exemple, tu vois, en relation presse, les journalistes répondent très rarement directement aux marques. D'accord. C'est-à-dire en fait que c'est très codifié, tu vois. Par exemple, on distingue vraiment les relations presse. Quand nous, on va contacter un journaliste, on a beaucoup plus de chances d'avoir un retour, tu vois, de la part du journaliste. Quand c'est une marque qui va contacter le journaliste, il va prendre ça comme une info marketée.
Tu vois. Ouais, tout de suite. Voilà. Et tu viens de le dire, dans l'idée d'envoyer 2-3 infos, une actualité. Encore une fois, je le redis. En relation presse, c'est pas juste envoyer de l'info ou une actualité. En relation presse, c'est vraiment le rôle, et c'est ce qui fait notre plus-value en fait en tant qu'attaché de presse, c'est d'arriver à raconter l'histoire et à l'amener d'une certaine façon pour que le journaliste s'en souvienne et que le journaliste en parle. Je vais te donner un exemple, tu vois, pour répondre à ta question justement dans la finalité. J'avais contacté une journaliste en septembre 2021. Elle m'a répondu en septembre 2022. Tu vois. Ok. Il y a ce temps de latence en fait. Le journaliste, c'est quelqu'un de... Qui reçoit plein de mails, voilà. Qui est sursollicité. Voilà. Mais l'exemple justement donné, c'est que même s'il est sursollicité, à l'attaché de presse, il n'oubliera jamais de répondre, que ce soit 6 mois ou 1 an. Son mail qu'on aura envoyé, nous, à l'attaché de presse, à la journaliste ou au journaliste, il sera mis de côté, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre que un créateur d'entreprise ne pourra pas faire le travail que fait un attaché de presse. Il pourra, on va dire, faire le minimum, comme tu viens de dire, envoyer des actualités, ce genre de choses, des communiqués de presse. Mais être proactif avec le journaliste et avoir ce lien avec ce dernier, c'est très rare. Et tu vois, déjà d'autant plus que nous, on doit avoir ce lien émotionnel et de mise en relation avec le journaliste, pas que sur un média, sur plusieurs médias. Et comme je le dis aussi à chaque fois, à chaque prospect, c'est que je ne me spécialise pas. Pourquoi ? Parce que on va avoir par exemple une marque de beauté qui peut toucher aussi bien de la presse beauté, de la presse famille, de la presse entreprise, de la presse PQR, et ainsi viser des magazines comme TF1, M6, Marie-Claire, Marie-France, Les Échos, Challenge. Et c'est aussi ça qui est hyper important pour que les créateurs et les créatrices d'entreprises qui nous écoutent aujourd'hui saisissent. C'est qu'un média, ça ne se limite pas à un domaine, ça ne se limite pas à un interlocuteur. Il faut être capable et être en capacité de s'adapter en fonction du média qui a différentes rédactions, et que nous, justement, que ce soit communicants, attachés de presse, c'est notre rôle à nous de justement de faire en sorte d'être dans chaque rédaction, d'être dans chaque volet du magazine. Voilà, d'accord, de trouver le bon angle. C'est ça. Pour d'avoir une parution dans le magazine. C'est ça. Que ce soit la beauté, le PQR, etc. Ok. Et est-ce que c'est judicieux de nos jours d'avoir recours à des articles payants ? Parce que des fois, il y a des... alors, je ne me rappelle plus du terme exact. Publi-reportage. Oui, c'est ça. J'ai eu ça il y a très, très, très longtemps. On sent l'expérience négative. Non, même pas. C'était très intéressant. Mais c'était il y a longtemps. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est encore pertinent ou pas ? Quand on est une jeune marque, non. Pourquoi ? Parce qu'en général, ça coûte très, très cher. Des fois, tu vois, on peut avoir Mais des fois, avant de boucler les articles, les commerciaux, des fois, ils sont un peu en dèche. Oui, mais même s'ils sont en dèche, ça coûte quand même cher. Tu vois, mais tout est relatif sur le prix. À minima, il faut compter au moins entre 500 voire 1000 euros. Tu vois, c'est quand même pas rien, 500 000 euros. C'est vrai que en fait, le publi-reportage, ça sera pas pertinent pour une jeune marque, ça sera pas pertinent pour une marque qui a 3 ou 5 ans d'âge. Parce que tout simplement, déjà, le format public communiqué est un format différent d'un article. C'est-à-dire que le public communiqué dans le magazine, par exemple, vous prenez le magazine Marie-Claire. Dans le magazine Marie-Claire, les publics communiqués sont à la fin du magazine. On va dire 5 pages avant la fin du magazine. On peut pas négocier d'être en première de couve, au milieu. Voilà. Non, les publics communiqués... mais ça a bien changé depuis... En fait, je te dis, les publics communiqués, c'est vraiment des pages dédiées à un communiqué commercial. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça qu'en général, moi, personnellement, dans mon travail, j'en fais pas. Parce que c'est justement le côté marketing, justement. Tu vois. Les relations presse, on n'en fait pas. En tout cas, personnellement, je veux pas en faire. Parce que mon rôle, justement, c'est d'avoir des articles sans payer. Mon rôle, c'est d'avoir justement cette plus-value et ce savoir-faire en essayant de convaincre le journaliste de placer mes clients
en première page ou en numéro 3 dans une sélection. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui sont arrivés en première de couverture, tu vois, une marque qui s'appelle Kinsey. Je les ai fait passer en première de couverture. J'ai des clients côté food qui sont déjà arrivés dans une sélection en top 3 dans une page. Ils étaient en top 1, ils étaient mis en avant, ils étaient au centre, tu vois. Mais ça, on le paye pas. C'est parce que justement, j'ai ce lien avec les journalistes parce que ils vont, tu vois, dernièrement, comment dirais-je, ça aussi c'est hyper important, j'espère qu'on pourra tout regarder de notre échange. Mais tu vois, dernièrement, cette semaine, j'ai échangé avec une journaliste du magazine Parents. D'ailleurs, Frédéric, si tu m'entends aujourd'hui, petite dédicace. Tu enverras le podcast quand tu à mettre dans une sélection. Voilà, tu auras le podcast, Frédéric. Et j'ai beaucoup apprécié justement notre échange qui a été court, mais qui était humain. Elle m'a dit d'emblée en fait que ce qui faisait la différence par rapport à mes envois de mails et pourquoi elle ouvrait mes mails, c'est que je faisais attention de conserver et de sélectionner des clients qui avaient du sens. Tu vois, et c'est justement dans ce travail de sélection qui est fait, qui du coup, in fine, va convaincre le journaliste beaucoup plus rapidement déjà d'une d'ouvrir son mail, parce que nous, par exemple, quand on reçoit un mail des impôts, on le met dans la poubelle. Bah là, pour le coup, le journaliste, il peut mettre un mail qu'on lui envoie autour d'une actualité, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est ce lien émotionnel qui fait que je diffère, tu vois. Et pour revenir sur ta question, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est la conclusion à chaque partie. C'est qu'on est dans l'humain. Et le problème de faire du publi-reportage, c'est qu'on n'est pas dans l'humain, mais on est dans les chiffres et on est dans une approche héroïste. Mais qui en fait ? Mais en fait, ça va plutôt, tu vas être une marque qui va avoir une visée purement commerciale. On peut faire un publi-reportage, par exemple, en y indiquant et en y incluant un coupon de réduction. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet de mesurer le retour sur investissement de ton public communiqué, un public reportage, et surtout de faire une promotion pendant un certain temps d'un produit. Ok. C'est pour ça que je dis que le public communiqué, c'est pas des relations presse. C'est vraiment une visée mercantile et marketing, quoi. Dans une logique de marketing, oui, c'est on a fait une opération, ça va nous ramener tant de chiffre d'affaires, tant de conversions, etc. Voilà, mais ce qui ne matche pas, entre guillemets, c'est qu'ils attendent le même résultat d'une campagne... RP ? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas possible, tu vois. Bah, c'est pas possible, c'est comme une action de communication, finalement. Oui. On peut pas quantifier, c'est comme sauf avec des outils de tracking, et encore, c'est pas tout compliqué, le temps... hein. Comme je dis, tu vois, les relations presse, c'est 3 objectifs. Notoriété, image, confiance. C'est ça nos objectifs. D'accord. Tu vois, c'est comme si tu vas dire à un coach sportif, je vais prendre des séances avec toi, j'ai un objectif à atteindre, mais comme je l'ai pas atteint, du coup, je suis pas content, je te paye pas. Tu vois, c'est la même chose en fait, parce que dans l'idée, et ça rejoint justement sur la préparation à avoir de la part de l'entreprise, on peut pas demander à quelqu'un de perdre du poids s'il n'y a pas une préparation derrière au niveau de l'alimentation, tu vois, au niveau d'un nouveau rythme de vie. Oui, c'est ça. C'est le même objectif ici en relation presse. Le sommeil, la gestion du stress. On peut pas demander à quelqu'un d'avoir des résultats en relation presse si derrière il n'y a pas des outils. Si on n'a pas fait de média training, exactement, tu vois. Et c'est ce que je dis régulièrement à mes clients. Une fois par mois, on fait un point justement mensuel pour faire le tour sur ce qui va pas, comment on peut adapter le message, comment le client peut justement développer son storytelling, notamment avec un média training, parce que c'est vrai, faut pas oublier, les médias. Parler dans un média, ça se prépare et ça se travaille. C'est pas quelque chose de inné et c'est pas quelque chose d'intuitif. On le sent, je le vois bien quand j'ai 2 profils dans le podcast et des fois il y a des nanas qui sont déjà entraînées pour pitcher, parler de leur projet. Donc ça se sent tout de suite quand on est sur un média ou qu'on est un peu plus freestyle, quoi. Déjà, et puis j'ai envie de te dire tu vois, pour cette entrevue, je n'ai rien préparé, mais j'ai un champ lexical et un verbatim développé qui va me permettre, tu vois, d'asseoir ma crédibilité et mon expertise. Qui n'a rien à voir avec celui de tous les jours. Tout à fait. Mais bon, ce n'est pas le sujet, Astrid. J'espère que tu ne couperas pas ce passage. Je sais pas. Franchement, j'ai envie de te dire, soyons honnêtes. La transparence. Donc tout ce qui est publié en reportage, c'est uniquement pour certaines actions, mais mercantile, purement marketing avec des objectifs de résultats.
Et aussi bien garder en tête que une campagne RP, c'est comme la communication, on n'a pas forcément, on investit, mais on sait pas forcément ce qu'on va recevoir derrière. C'est ça. Après, des fois aussi, ça peut être, c'est pas un résultat à l'instant T. C'est fois, ça, c'est un résultat à 6 mois, 7 mois. Bah, surtout quand, par exemple, tu vois, moi j'ai des clients, on a signé pour une deuxième fois ensemble durant la saison de l'été, 2021 et 2022. En 2021, ils voulaient absolument avoir le JT de TF1. Mathieu, dédicace. Je t'enverrai le podcast. Il envoie les trucs à tout le monde. Écoute, j'en profite, prise de parole. Et tu vois, ce client m'avait tanné d'avoir un JT. En 2021, on ne l'a pas eu parce qu'on n'a pas trouvé le moment, on n'a pas trouvé... Exactement. 2022, le JT de TF1 20h le lundi, JT de M6, midi 45, le mercredi. Parce qu'on avait fait un communiqué de presse, comme je disais précédemment, sur la crise en Ukraine, Covid, augmentation du coût des matières premières. Bim, déménagement, bim, avant la période de l'été, on a envoyé ça vers mars-avril et ça a pris, même des magazines comme Le Monde en ont parlé, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, comme je disais tout à l'heure. Je pense que si je devrais résumer cet échange pour que les gens comprennent vraiment l'intérêt des relations presse, c'est premièrement être opportuniste, deuxièmement être proactif et troisièmement être curieux. Ouais. Être curieux du monde qui nous entoure, être curieux des actualités, être proactif en créant du contenu, en allant vers les gens. Par exemple, moi dans mon travail, puisque c'est un travail d'être attaché de presse, régulièrement je vais... C'est un travail, je précise. Oui. Pour revenir à ta question, est-ce que ça consiste juste à envoyer des communiqués de presse? Non. Et là justement, tu vois, c'est un travail parce que je vais prendre le temps de prendre des cafés avec les journalistes, de les appeler, de leur demander comment ils fonctionnent pour choisir les sujets. Parce que, encore une fois, le journaliste, lui, il reçoit pas mal de communiqués de presse et de mails. Par exemple, pour vous expliquer aussi la problématique et le pourquoi les journalistes ne répondent pas quand ils reçoivent un mail d'une marque, il arrive régulièrement, côté marque, mais aussi agence de presse, qu'un journaliste cuisine reçoive, par exemple, un communiqué de presse pour un nouveau sextoy, par exemple, tu vois. Et tu dis qu'il y a un problème de ciblage et c'est là aussi ma valeur ajoutée par rapport à ça, c'est que comme je vais pas chercher la quantité mais plus la qualité, je fais un travail de ciblage, donc du coup on va avoir un... Tu sais déjà, quand tu as un client devant toi, tu sais déjà à qui tu vas l'envoyer. C'est ça, à qui va en parler et du coup on gagne du temps en fait, tu vois. Donc, et surtout en temps d'action et de création encore une fois, quoi. Et si tu avais un conseil à donner pour une boîte qui se lance, quel serait ton conseil? Ou si tu as quelqu'un qui a envie de se lancer dans les relations presse, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil? Donne-nous tes good vibes. J'ai envie de te dire la phrase comme on dit aux Antilles, Tchamberet pas molly. Ça dépend. Oh, pardon, désolé. Vous l'aurez compris, cet échange est très nature. En gros, la traduction, pour ceux qui ne le comprennent pas, ça veut dire vraiment, en gros, de s'accrocher. Et ça, je vous l'avez compris. Faut être persévérant. Voilà, faut être teigneux, persévérant. Et c'est vrai, comme je vous l'ai dit, avec l'exemple d'une journaliste qui me répond 1 an plus tard. Et c'est ça qui, justement, montre qu'en fait, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Et aussi que ce soit quand on se lance pour créer un projet entrepreneuriat, qu'on crée quelque chose qu'on veut diffuser auprès de la presse, j'ai envie de dire que le plus important c'est de faire les choses avec amour et avec son cœur. Et ça, que personnellement je le fais avec amour quand je contacte un journaliste et quand j'essaye d'avoir des articles pour des clients. Et in fine, je pense aussi c'est ce qui va faire la différence aussi dans ce lien émotionnel. Et je terminerai, je pense, sur cette partie-là, aussi sur le fait qu'on a un manque d'éducation en France sur les relations presse, mais aussi tout simplement les relations humaines. Avant de venir, j'étais sur LinkedIn et il y avait quelqu'un qui faisait un débat sur Calendly, par exemple, pour le fait d'avoir cet outil qui permet en fait d'avoir son agenda, de l'envoyer à l'interlocuteur et qui choisisse la date de dispo.
Personnellement, je n'ai jamais utilisé cet outil parce que justement, je trouve que ça déshumanise la relation avec le prospect, avec la personne qu'on a en face. C'est un vaste sujet. Et je pense que c'est hyper important justement que quand on fait et quand on entreprend quelque chose, qu'on pense à l'autre. Et encore une fois, comme je le dis aussi, le monde n'est pas binaire. C'est pas le bien contre le mal. Il faut toujours penser que derrière aussi, il y a cet entre-deux en fait. Je dirais être engagé. C'est le mot. D'engager dans ce qu'on fait, d'engager dans ses actions. Exactement. De parler avec le cœur. Je savais pas comme ça, Yanis. Je découvre une nouvelle facette. Bah, tu vois. Oh là là. Bah, écoute, sinon, j'aurais pas fait un TEDx à Paris-Dauphine. Ah, mon Dieu. Ah oui, si vous cherchez des personnes pour des TEDx, appelez Yanis. Tout à fait. Comme ça, il mettra de nouveau la photo dans le bureau. Ah, mais ce sera pas la photo de couverture pour le podcast, sinon, non. Non, faut pas exagérer non plus, hein. C'est bon, c'est déjà... Ça va. C'est déjà dans le bureau. Non, je l'ai pas encore imprimé. Bref, on vous raconte nos vies. Oui, c'est ça. Je raconte de plus en plus ma vie dans ce podcast, c'est horrible. Ou pas, je sais pas. Laissez vos commentaires sur iTunes. Ouais, c'est ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je raconte ma vie ou pas. Sinon, je cesse sur le champ. Voilà. Bah, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à toi, Yanis. Bah, merci à vous aussi d'avoir écouté. Et à toi, Astrid, de m'avoir invité. Ah bah, grand plaisir. Alors, si vous voulez retrouver toutes les informations sur Yanis, sur Interférence Presse, vous pouvez les retrouver dans la description du podcast, mais aussi dans la rubrique partenaire du site Business de Meuf, où vous allez retrouver toutes ces infos. N'hésitez pas à laisser des articles. On a tellement parlé de relations presse. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. Ciao les meufs. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.